Et boum, bienvenue sur le podcast de l'Atelier Fit. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Anthony Baptiste. Anthony, Salut. Merci d'être là. Merci à toi. Comment ça va? Ça va. Un peu stressé, mais ça va. Un peu stressé. Alors, Anto, c'est pas le mec le plus expansif du monde. Par contre, c'est le mec bosseur. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu d'où tu viens? Tu es de Perpignan? Voilà, de Perpignan. Donc, à la base, déjà, je veux te remercier beaucoup, Jean-Marie, pour m'offrir l'opportunité d'intervenir dans ton podcast. Parce que il va falloir que j'assure, parce qu'avec tous les gars qui sont les premiers prédécesseurs, il va falloir que j'assure. Donc voilà, en gros, je viens de Perpignan, donc c'est assez perdu, au sud de la France, frontière espagnole. Et à la base, j'ai fait un peu de karaté à haut niveau, ça s'est bien passé. Je suis basculé en MMA, toujours dans l'optique de devenir fort. Ouais. Donc j'étais toujours savoir me défendre, il fallait que je sache me défendre. Et je suis tombé sur des Perpignanais qui étaient combattants professionnels, les frères Riccio, Damien Riccio et Mathias Riccio. Et ils m'ont proposé de rentrer dans leur team. Et depuis, pendant 10 ans, j'ai été leur sparring partner. J'ai combattu 2-3 fois et ça s'est bien passé. J'ai rencontré d'autres personnes sur Avignon. Donc comme ça, je faisais des allers-retours pour préparation combat. Samy Chavot, qui est un des premiers Français à avoir fait l'UFC, avec son frère James, qui s'occupe de la Bushido Academy sur Avignon. Et de fil en aiguille, c'est là où j'ai basculé vraiment sur la préparation physique parce que je travaillais en boîte de nuit pour me payer mes études de prépa physique et je ne pouvais pas faire ça toute ma vie, donc il fallait que je trouve quelque chose qui me plaise et c'était la prépa physique. Ok. Ouais. Et du coup, ton parcours, c'est quoi? C'est STAPS et après, tu as commencé à Alors embrayer sur le sport? C'est assez particulier. Quand la préparation physique, j'ai vu beaucoup d'intérêt dans la préparation physique, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté le CREPS de Montpellier. Ouais. Pour rentrer au STAPS, je revenais des championnats du monde de karaté. C'était en fin septembre, j'ai rencontré un collègue à moi dans la rue qui me dit « Je suis au STAPS de Montpellier, ça va te plaire, il faut que tu viennes. » Pardon. Et du coup, j'ai demandé à rentrer au STAPS de Montpellier. J'avais fait, en plus, avant de passer ton bac, on te demande de signer un papier là, de ton orientation. Ah, le choix là. Voilà. Et j'avais choisi le STAPS, mais parce que j'étais sportif, mais je voyais, tu vois, pas plus que ça, quoi. Je savais pas ce que c'était, bon, je l'ai fait. J'ai été accepté, mais j'y suis pas allé. Donc quand je suis revenu du Japon, j'ai rencontré un collègue qui me dit « Je suis au STAPS, ça va te plaire, il faut que tu viennes. » Et en fait, je les ai appelés, ils ont fait une dérogation, mais c'était trop tard. Donc je me suis tourné sur le CREPS de Montpellier. J'ai eu Bruno Parietti, que je considère comme une personne qui, sans lui, rien ne serait. C'est vraiment le gars moi je suis toujours en contact avec lui, hein, qui m'a ouvert les portes, qui m'a donné l'opportunité de rentrer au CREPS de Montpellier et d'apprendre. D'accord. Et voilà. Et après, sans lâcher les formations, j'ai passé mon BP. J'ai postulé dans un centre qui s'appelle Optisport, où en fait, ils s'occupaient de chercher du travail pour des gars comme toi et moi. Hein, bon. Et donc, j'ai envoyé mon CV. Ils m'ont dit « Ton CV est intéressant, mais il ne nous intéresse pas parce que tu n'as rien d'universitaire. » Et c'est là où j'ai décidé de faire une validation d'acquis d'expérience avec une licence 3. Et j'ai eu ma licence. Et là, je suis en train de faire un master. C'est juste pour le fameux problème français. Ouais. C'est quoi tes diplômes? C'est ça. Okay. C'est ça. C'est dommage. Ouais. C'est surtout qu'il ne faut pas que les gens s'arrêtent à un diplôme. Non. C'est important d'avoir des diplômes. Mais comme tu disais hier avec Mathieu, que tu passes ta vie à passer des diplômes. Moi, je suis vraiment quelqu'un de terrain. J'ai appris tout seul. Surtout à Perpignan, quand tu veux être préparateur physique, à l'époque, quand j'ai commencé, c'était en 2004, tu n'avais que l'USAP. Curubia 15, leur centre de... Est-ce que Porcu joue encore à cette époque? Non. Bah, oui, je ne sais même pas si... En 2004, je ne sais même pas s'il y était. Mais je sais que... 2004, c'était encore les belles années de... Ouais, c'était vraiment les belles années. Donc, les places de prépa étaient chères. Mais bon, moi, j'étais assistant. J'étais même pas un assistant. J'étais un gars qui venait voir comment ça se passait. C'est tout. Et là, tu voyais que les portes étaient fermées. Donc, on te prenait de haut. On te disait, attends, tu attendais 45 minutes pour qu'on te dise non. Alors, ça m'a saoulé. J'ai dit, la méthode la plus simple... essai, erreur. Pendant 10 ans, j'étais dans une salle de boxe et je me suis occupé de mes potes qui faisaient des préparations en France ou internationales, et bref. Et c'est comme ça que je me suis fait, quoi. En lisant, en allant au CREPS, en me formant, en apprenant de Bruno, de Marc, d'Emmanuel, et je testais. Basta. Et je suis resté chez moi enfermé, quoi, à bosser, quoi. Et très tôt, donc à l'âge de 23-24 ans, j'étais tourné sur le courant nord-américain. Donc... c'est pour ça que j'ai lu beaucoup des livres anglo-saxons. Ok. C'est quoi le... Alors, juste avant qu'on parte sur les personnes que tu viens de citer, tu as cité Emmanuel, Marc, c'est Emmanuel Lejar, voilà. Marc Vouillot. Oui. Bruno, c'était Bruno Parietti. Ouais. Et juste avant de partir là-dessus, quand tu dis
je suis revenu du Japon. Mm. Qu'est-ce que tu es parti faire au Japon? Ah, donc en fait, je suis parti faire la Coupe du Monde en 2000. Voilà, j'ai fait mes 18 ans là-bas. Donc c'est le meilleur cadeau qu'il C'était puisse avoir. quel sport? Alors karaté, en karaté-do, technique, équipe. Ouais, c'est ça. Ok. En Shitoryu, parce que tu sais, il y a plein de styles de karaté. Donc toi, tu étais dans le karaté? À la base, je suis dans le karaté, ouais. J'étais Ok. dans le karaté. Ok. Et c'est après que je suis revenu du Japon. Dès que j'ai eu 20 ans, j'ai switché sur le MMA. Comme je te dis, j'avais une recherche de savoir me défendre, moi et les gens que j'aime. C'était ma principale priorité. Je ne peux pas te dire pourquoi. C'est comme ça. Mais voilà, Ok. c'est ça. Et est-ce que ces sports-là de karaté, MMA, ça a influencé ta vision de la préparation physique? Ah ben alors, c'est important parce que j'avais 18 ans, ouais, j'avais 18 ans, j'avais le permis exact. Et en même temps, je passais mon bac. Ok, ça marche. Je passais mon bac, je faisais les championnats de France de karaté, j'étais assistant professeur, je voulais passer mon deuxième dan, puisque j'ai passé mon premier dan quand on était cadet, donc c'est-à-dire ils avaient ouvert aux cadets la possibilité de passer ta ceinture noire. Et si tu te manquais, si tu arrives là-bas en touriste, au Coq, à Montpellier, le pôle France à karaté, ils te bloquaient pendant 5 ans. Donc il fallait être là-bas affûté, quoi. Tu vois, donc c'était génial, c'était les super meilleures années. Enfin bref. Et du coup, donc j'étais en préparation de mon deuxième dan, et il y avait le bac, il y avait plein de choses. Et je faisais l'école des cadres. L'école des cadres, c'est pour devenir professeur de karaté. J'allais au Crèves de Montpellier, et j'ai eu un intervenant qui s'appelle Thierry Roudil, et qui, lui, quand j'ai eu son cours de préparation physique, parce qu'il était préparateur physique de l'équipe de France de karaté, je suis resté, mais je dis, putain, mais ce mec, il est fabuleux, quoi. Tu sais, il montait sur les tables pour faire du drop jump et tout, pour te montrer les exos, c'était énorme. Et là, je dis, c'est là où il y a des signes qui m'ont vraiment dit, ça me plaît, il faut que je fasse ça, quoi. Et au final, je fais quelque chose que j'aurais voulu qu'on me fasse. Donc c'est pour ça, tu vois, que ça tombe impeccable. Après, il y a eu Dominique Paris, un Français qui était aux États-Unis, qui s'occupait de la préparation d'Oscar de la Hoya. Ça aussi, ça a été une influence. Et une troisième influence, c'était le préparateur physique qui était très très bon, mais pas trop connu à Perpignan. Et putain, il était en rugby à 13 en plus, quand ils sont pour Pia, quand ils sont devenus champions de France. Et j'ai perdu son nom, puis est-ce que je peux ça crie. Ça va revenir avec ça va revenir parce que j'ai trop de noms dans la tête. Du coup, tes premières influences, celles dont tu nous parles, Emmanuel Léjard, tu le rencontres où? Alors Emmanuel, c'est spécial. Ouais. Emmanuel, je l'ai rencontré grâce à Marc Vouillot. En fait, c'est une cascade, en fait. Tu vois, la première personne qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est Bruno Paretti. Au-delà de ça, après, il a commencé à faire des DVD et tout, tu sais, de force, etc. Il a fait rentrer au Crêpes de Montpellier, il a fait venir l'intervenant Marc Vouillot, qui pour moi est une sommité, je l'appelle le ronsard de la force, parce que c'est la personne qui te parle de force, tu l'écoutes, mais tu peux écouter le même cours qu'il fait pendant 3 ans, ce que j'ai fait, et je l'écoute toujours avec admiration, tu vois, c'est quelque chose c'est quelqu'un qui a une aura, il rentre dans la pièce, tu sais que c'est lui, quoi, tu vois, il y a des gars comme ça. Ouais. Et donc en parlant avec Marc, je disais que j'étais vachement intéressé par le CSIS de la NSCA aux États-Unis. Il m'a dit, le seul Français qui a ça, c'est Emmanuel Léjard. Je peux te mettre en contact avec lui. Et ça s'est fait comme ça, en fait. Donc il m'a donné le contact d'Emmanuel. Je l'ai eu on s'est échangé des messages par mail. Après, on s'est un peu perdu et on s'est retrouvés, parce qu'il avait changé de mail entre-temps. Et à l'heure actuelle, voilà, ce que j'ai fait, donc grâce aux arts martiaux, MMA, karaté, j'ai beaucoup voyagé. J'ai toujours regardé ce qui se faisait ailleurs en prépa physique, en muscu, etc. Et toujours, mais même tous les Français, on se dit toujours, putain, c'est toujours mieux ailleurs, il faut que j'aille aux États-Unis, voir tel coach et des Franco et Caliette et tout ça. Et au final, pour moi, à l'heure actuelle, le mec le plus top que j'ai rencontré, c'est Emmanuel Léjard. Vraiment, là j'ai 40 ans, donc ça fait presque 20 ans que je fais ça. J'ai jamais vu quelqu'un de son niveau, quoi. Que ce soit théorie ou pratique, parce qu'à la base, souvent on dit de lui que c'est un théoricien, mais c'est faux, parce qu'il était lui, il est très spécialiste de la force. Et il était international en force athlétique. Et ça, il n'y a pas grand monde qui le sait. Et ce qu'il y a, c'est qu'il est parti vivre aux États-Unis. Et aux États-Unis, à savoir que la musculation, pour lui, c'était un hobby, quoi. Il a passé, donc il est rentré à la NSCA, il a passé son CSIS, il a eu. Et il a la mention d'honneur. C'est-à-dire que très peu de coachs ont ça. C'est un astérisque avec la lettre D. Souvent, tu vois ça avec les gros coachs nord-américains. Okay. Et lui, il a ça. Et c'est, je crois, le seul Européen qui a ça, quoi. Donc, ça, c'est énorme parce que... En
fait, quand on a commencé à communiquer il y a quoi, 2 ans peut-être? Ouais, ça fait 2 ans. On a commencé à parler et on parle d'Emmanuel Lejar. Et moi, c'était, j'allais rentrer au centre de formation de rugby en Bretagne. Il était à Vannes. Et j'y avais pas été 3 ou 4 ans avant. Ma mère m'avait empêché d'y aller. J'avais des mauvaises notes. Sauf que j'y pars un peu tard. Je vais avoir 18 ans. De fil en aiguille, ça va bien se profiler parce que 2 ans plus tard, je vais partir au Racing pour le championnat espoir. Mais au moment où je me prépare, du coup, il n'y a pas de salle. En fait, ça n'existait pas, les orange-bleu, les trucs. Et là, je vois une petite salle d'un bodybuilder ancien champion national et je pars là-bas. Alors, la prépa, ça n'a pas été le meilleur truc de ma vie parce que par rapport à ce que je connais maintenant, mais la prise en charge sur les mouvements, ce que je faisais. Il me dit ah oui, tu veux faire quoi plus tard? J'aimerais bien partir en STAPS. Il me restait une année de terminale ensuite. Il me dit ah, tu devrais prendre ce livre. Et j'achète le livre de Emmanuel Lejar, Entraînement de la force. Ah ouais. Ça, avec, c'est un bon. Je ne sais plus qui était sur les photos. Oui, c'est un champion du monde, un Français en plus. Je me souviens plus de son nom, ouais, c'est vrai. Et ce livre, quand je le relis, je le vois plus du tout de la même manière. En plus, quand on a commencé à parler d'Emmanuel, du coup, j'ai refeuilleté. Mais il faut savoir que ce livre, je crois qu'Emmanuel, il aurait voulu qu'il soit fait d'une autre manière. Il n'était pas content avec la version du livre. Mais, en fait, ce livre, il a 15 ans. Et même aujourd'hui, quand je me replonge dedans, tu te dis, il y a toujours des pépites. Donc là, tu te dis, à partir de là, tu te dis, ce mec, d'où il sort, quoi. Ouais. Parce que, et je lui dis, on me dit, ouais, Anto, t'es trop bon et tout. Je me fais arrêter avec ça. Je lui dis, moi, tu me donnes 7 vies, jamais j'arriverai au niveau d'Emmanuel. Il a une expertise que. Mais c'est vraiment en sincérité, parce que j'ai des frissons et tout de le dire, c'est que j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi puissant que lui. Là, quand j'entends, ouais, je suis persuadé que dans quelques années, les neurosciences appliquées à la performance, ça va être. Enfin, tu vois, moi, ça, je rigole quand j'écoute ça, parce que Emmanuel, ça fait 20 ans, plus de 20 ans qu'il fait ça, quoi. Ouais. Et tout le monde lui a tourné le dos. Et ça, c'est inadmissible, quoi. C'est le seul Français qu'on a qui soit aussi calibré. Et même personne ne le connaît. Il n'y a que des gars comme toi ou des gens qu'on connaît qui aiment ça, qui connaissent Emmanuel Lejar, mais personne ne le connaît, tu vois, réellement. Et ça, c'est vraiment dommage, quoi. Là, on a vraiment... Ouais, c'est dommage. Et voilà. Et je l'ai rencontré une fois parce que Bruno Parietti, justement, grâce à lui, il l'a fait venir en conférence... fermé au CREPS de Montpellier. Donc il y a eu les profs et les élèves du BP 2010, je crois. D'accord. Et on a eu cette chance-là. Mais bon, le problème, c'est qu'il est trop avancé, quoi. Tu vois, le cours qu'on fait avec Matt, sur les basiques en neurosciences appliquées, tu as ça. Tu écoutes Emmanuel, tu peux un peu mieux le suivre. Ok. Tu vois, c'est ça qui est bien. Et indirectement, tu vois, et le problème en plus, enfin, le problème, c'est pas un problème, mais les échanges que j'ai eu avec Emmanuel, ce qui est important, c'est qu'on a quasiment rarement parlé d'entraînement. Okay. On parlait de tout et de rien, mais on parlait des fois d'entraînement, sur ce qui marchait, ce qui marchait pas, comment, quand il parle de ses méthodes, parce que j'ai rarement vu, souvent à l'heure actuelle, quand on te dit, un gars il te dit, ouais, j'ai sorti une méthode d'entraînement, pour moi c'est du bullshit, quoi. C'est juste une méthode qui existe déjà, qu'il a remplacée, tu vois, bref, ou la deux, il a mis un super titre. Voilà. Là où c'est chaud, c'est quand tu regardes Emmanuel, les méthodes qu'il a mises au point, c'est des noms que je te les cite, le DAPE, le Gombal, le 3-7 ondulatoire qui est très en vogue grâce à Fred Marcero, parce qu'il a beaucoup parlé dessus et tout. Mais il y en a d'autres. Tu te dis, mais d'où ça sort? Tu fais des recherches, il n'y a absolument rien. J'ai essayé de faire une interview avec Emmanuel, justement, pour qu'il nous en dise un peu plus. Mais déjà, là, sur son entraînement triphasique, sur tout ce qu'il fait lui, mais on est dans un autre monde. Son triphasique à lui, ça n'a rien à voir avec le triphasique de Carl Dietz. Yes. Justement, ça aussi, on en avait parlé, c'est marrant. La première fois que tu m'as dit, tu vois, Carl Dietz, en fait, c'est du Lejar. C'est ça. Mais en fait, c'est pas ça. C'est sur le terme, mais en gros, j'ai l'impression, parce que tu sais, il a vécu 10 ans aux États-Unis, donc il était très influent, parce que Emmanuel, il était... si tu veux, tu tapes sur PubMed, okay, tu tapes Emmanuel Lejar, il n'y aura rien. On est d'accord sur ça. Maintenant, Emmanuel, il a vécu 10 ans aux États-Unis, il était membre d'honneur de la NSCA, qui est le centre de formation numéro 1 aux États-Unis pour devenir prof de muscu ou préparateur physique. Et là, il faisait partie du bureau qui décidait ou pas si les études des autres coachs, Carl Dietz et compagnie, étaient validées pour passer sur le journal de la NSCA ou pas. D'accord. Donc à partir de là, c'est que tu dois être un peu au-dessus de tout le monde pour dire si ça passe ou ça passe pas, je pense. Enfin, moi, ça c'est pour ça que... voilà, Emmanuel, il donnait beaucoup de choses. Et je pense par souci...
trop gentil ou qui voyait pas le mal. Tu sais, aux États-Unis, c'est un peu cow-boy, quoi. Tu sors un truc qui me plaît, je le prends, je change le branding, tu sais, je mets un nom un peu tapeur, et du coup, je fais la même chose que toi, mais comme moi, j'ai investi dans le marketing, je marche mieux que toi, alors qu'on fait la même chose, tu vois. En gros, c'est ça. C'est le truc un petit peu comme l'histoire de Smelly, là, de Mark Bell, avec, tu sais, l'histoire du... Mark Bell, oui. Pour le truc. Oui, c'est les mecs de West Side qui en parlent, qui écoutent. C'était un truc dont on réfléchissait, voilà. et quand il s'est fait un peu dégagé de là. Triphasic Training, pour expliquer un peu ce que fait Carl Dietz, en gros, c'est un type, je vous invite à aller regarder ce qu'il fait parce que c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. C'est un très bon prépa de NFL, et il te dit, voilà, moi j'ai 2 gros, c'est des, comment on appelle ça, des premières lignes au foot américain. Je suis désolé, Franzi, si tu m'écoutes, je suis désolé de ce que je viens de dire. En gros, il dit, moi j'ai 2 mecs, ils ont le même squat, mais il y en a un, il met 2 fois plus de temps à l'exécuter. Quand je leur fais faire un test de vitesse en navette, par exemple, on part 5 mètres plus loin, on change d'appui, on repart de l'autre côté, il dit, j'en ai un qui va plus vite que l'autre. En gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder, il va décomposer ces 3 parties du squat, et il va bosser 2 semaines en excentrique, donc la capacité à freiner la descente, le mouvement. Ensuite, il va passer 2 semaines à pratiquer l'isométrie, et il va rester exclusivement sur l'isométrie pour permettre les adaptations physiologiques de l'isométrie, c'est-à-dire plus d'un réseau sanguin capillaire plus intéressant, des commandes aussi neurologiques qui s'affinent un peu plus parce que tu restes plus longtemps dans la position, donc tu sais maintenant où tu es et à quel moment tu bloques. Et ensuite, il va bosser le concentrique. Et ces périodes de 2 semaines, ils les utilisent en fait pour permettre d'avoir le rebond nécessaire des qualités. Les gens me comprendront si ce n'est pas le terme exact, mais en gros, on va permettre ces délais de surcompensation, on va les permettre tout au long des 6 semaines. Et ce qu'il estime, c'est que d'une, le lift va aller plus vite, et souvent, il va devenir plus fort. Donc le mec va pouvoir mettre plus lourd. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est que cette personne-là, maintenant, arrive à améliorer sa descente. Cette transition, c'est ce moment où on passe de la descente à la remontée, c'est l'isométrie. Il veut absolument l'améliorer parce qu'il pense que c'est une faiblesse chez beaucoup. Et ensuite, du coup, tu améliores ta capacité à repartir. Et c'est ce qu'on appelle l'entraînement triphasique, parce qu'il y a 3 phases. Et c'est ce que Emmanuel développait déjà. Alors, c'est différent. Dans la méthode qu'il a mis en place, Emmanuel, je t'en parle en toute humilité, parce que j'ai pas pu assez discuter avec lui sur cette méthode. En fait. C'est ça, parce que ce que je veux, c'est pas... je sais que toutes ces méthodes, elles sont validées par Jean-Pierre Heger, ou des pointes, surtout quand il bug. Alors, Jean-Pierre Heger, tout le monde le connaît. Quand il buguait pour la préparation physique de Valérie Adams. Je suis pas sûr que tout le monde connaisse Jean-Pierre Heger. Ah bon. Alors, Jean-Pierre Heger, c'est un préparateur physique suisse qui est extrêmement connu parce qu'il s'occupe vous pouvez regarder sa vidéo sur Dailymotion ou sur YouTube. C'est Gunther, tu sais, le lanceur de poids, l'athlète olympique. Voilà. Et tu as les vidéos qui sont disponibles. Mais bon, c'est il y a 30 ans, ces vidéos. Ils ont 30 ans ou 40 ans s'il faut. Enfin bref. Et elles sont disponibles. Et déjà, tu vois que le gars, il était... en avance, quoi. C'était bien ce qu'il faisait. Et Emmanuel a vécu en Suisse. Il intervenait pour le Olympic School, qui font des masters, etc. Et il intervenait. Donc il a rencontré Jean-Pierre Heger là, et Jean-Pierre, quand il buguait sur sa préparation physique avec Valérie Adams, parce qu'il en avait marre du 10x10, etc., il se tournait vers Emmanuel pour... Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça. Et Emmanuel, c'est là où il a sorti le 3-7 ondulatoire. C'est parti de là. D'accord. Mais c'était en bande d'essai déjà depuis plusieurs années, donc tu vois, c'était... Ouais, tu lances pas un truc de toute façon tant que tu l'as pas... Et Emmanuel, pour ça, on ne peut rien pas lui reprocher, c'est qu'il ne valide pas quelque chose si autour, il n'a pas vu les plus grands experts, que ce soit en biologie, que ce soit en fusion neuromusculaire, que ce soit en anthropologie, pour valider. Quand tu regardes ces articles, ils sont d'une profondeur que... Moi, j'ai jamais vu ça. Ouais. Voilà. Ça fait son article sur la flexion de bras, il va parler du singe, il va parler de ci, il va parler de ça, et là au début tu lis, tu te dis mais de quoi il me parle là, pour au final t'ouvrir des portes avec des accès pratiques, etc. Et ça c'est juste fabuleux, parce que là tu te rends compte que le mec il a fait des recherches que jamais personne n'a faites. C'est fou. Tu sais qu'il a reçu des mails du MIT pour le féliciter pour ses recherches, comme ça personne ne le sait. Ouais. Fred Hatfield, Dr Squat. Ouais. C'est ça, je me disais, c'est l'ancienne génération d'experts qui pratiquaient. C'est ça, voilà, c'est ça. Dans le Fred Hatfield, vous pouvez relever les noms, vous tapez sur Internet, c'était Dr Squat, c'était... C'était quoi son livre, Scientific Approach Attends, putain, j'en souviens plus du titre. On pourra le mettre en lien sur la on le vidéo. mettra. Ouais. Et il recevait des mails pour le féliciter de son travail sur la force, quoi. Mais c'est juste énorme. Ouais. Et ça, voilà, c'est un Français
Et ça, c'est dommage, quoi. Là, c'est dommage. Avant qu'on parle de toi et justement de ta méthode, de ce que tu fais au jour le jour maintenant avec tes athlètes, parce que tu as beaucoup à dire sur le MMA, sur le rugby league, sur tout ce que tu fais avec Institut IP et comment tu l'intègres. Est-ce que tu peux nous parler? Il y avait une petite phrase et tu l'avais mise sur la proprio de Emmanuel, sur les voies descendantes. Alors voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer cette phrase? Et par rapport à l'Institut IP, est-ce que tu peux nous l'expliquer? Oui, bien sûr. On va voir ça. Mais bon, je ne vais pas te révéler la chose parce qu'on va le voir cet après-midi. Yes. Donc voilà. Donc en fait, c'est ça. Et puis il faut que les gens viennent faire cette bien sûr. Ah ouais, ça ouvre les voies, quoi. Ça, en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que ça dit pas que ce que tu fais, c'est pas bon. Ça le bonifie, en fait. Ouais. Moi, j'ai pris un virage à 180 degrés avec Mathieu, mais au final, tout ce que je fais, mais maintenant, ça a du sens. Et en fait, je comprends les choses. Et j'ai pas encore la vision d'Emmanuel, mais je commence à comprendre. C'est pour ça que je peux me permettre de dire qu'Emmanuel, c'est vraiment quelqu'un de très profond comme personnage. Et donc, du coup, pour en revenir à ça, sa définition du gainage c'est savoir embrayer dans le bon ordre les voies des vitesses descendantes. Donc ça, quand je lisais ça il y a quelques années en arrière, je comprenais rien ce qu'il disait. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? J'ai regardé ma bagnole. Et je comprends pas. C'est ça. Donc quand je descends, ok, mais après, faut que je remonte. Mais c'est pas de la bagnole. Ah non, mais c'est ça. Parce qu'après, quand tu regardes, je pense comme toi, tu te dis, putain, mais c'est quel que je peux. On sait que le transfert, si tu veux du transfert, il faut que tu sois gainé. Ça, on le sait. On sait que. Mais aux États-Unis, ils ont ce concept de core training. Okay, donc on ne parle plus de droit de l'abdomen, c'est plus les muscles profonds, et en plus de ça, ça va plus loin, chaîne postérieure, etc. Donc tu te dis, à partir de là, je fais des recherches sur le core training, Mike Robertson, Joe DeFranco, peu importe, et tu apprends des choses qui sont quand même plus globales, mais quand tu regardes la profondeur de ce que vient de dire Emmanuel Lejar, c'est là où tu te dis qu'en fait, ça va beaucoup plus loin. Donc, comme on a vu ce matin, donc j'essaye de faire court, je ne veux pas trop dévoiler, mais voilà ce qu'on disait avec Mathieu, c'est que le système vestibulaire est ultra important pour l'activation des muscles qui sont le plus proches de la colonne vertébrale, parce que c'est lui qui va te stabiliser. Donc, en fait, à partir de là, de cet après-midi, la définition de Emmanuel, elle a pris tout son sens. Toutes les voies réflexes qu'il y a du système vestibulaire, c'est elles qui vont activer les muscles qui sont le plus proches de la colonne vertébrale. Et ça a du sens, parce que tu peux avoir un noyau, faire tous les travaux de développement du noyau sur tous les angles, une boîte six-côtés, quoi. Diaphragme, plancher pelvien, transverse, etc. Et au final, tu te rends compte que là, on va chercher encore plus profond. Donc le corps n'est pas le corps. C'est ça un peu la philosophie de Mathieu, tu vois. Et indirectement, comment j'ai connu Mathieu? C'est à force de discuter avec Emmanuel que j'ai vu qu'il y avait du sens dans les neurosciences et la posturologie. Et c'est là où je me suis dit, putain, mais il faut que je trouve quelque chose. Et je suis tombé sur une vidéo où Mathieu était en feu. Et c'est une vidéo qui est facilement trouvable, qui s'appelle « Détruire 5 mythes en 5 minutes ». Donc là, tous les mythes de l'industrie depuis 30 ans qu'on dit sur la proprioception et toutes ces choses-là, Matt, en 5 minutes, il te les détruit, quoi. Et avec facilité, et le don qu'il a, Mathieu, c'est de rendre quelque chose soporifique, de le rendre accessible. Et ça, c'est énorme. Parce que quand on commence à parler de neurosciences, comme c'est une science qui est pour des docteurs, etc., quand on commence à parler de neurosciences, que ce soit à la fac ou que ce soit avec des gars qui sont vraiment calés, tu perds le fil direct, quoi. Et avec Mathieu, tout semble évident, en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé ça vachement pertinent avec Mathieu. Et donc, tu vois, c'est ça où, petit à petit, en apprenant les bases, le cours 1, les choses qu'Emmanuel, dont disait Emmanuel, ça m'a vachement interpellé. Et c'est là où mes méthodes d'entraînement, elles ont un peu évolué, quoi. Elles n'ont pas changé, ça, c'est pareil, mais il y a des choses qui ont évolué. Ouais, c'est plutôt ça. La dernière fois, je relisais un peu Franz Bosch, justement, sur les réactions au changement. Et notamment, il parlait de la proprioception, mais de sa limite. Si elle se suffit à rester sur un beau yeux et de manière consciente résister à ta propre déformation. Attention, il y a du très bon à faire ça, parce que tu vas voir aussi que ça peut... Là, il y a une des dernières cohortes, et il vérifie que justement, ça te permet quand même de réduire drastiquement les blessures de hanche. Donc ça veut dire que, de toute façon, tu passes un moment sur un pied, forcément, tu es en train de le réintégrer dans ton approche, plutôt que de toujours compenser avec l'autre. Maintenant, c'est vrai que, comme disait Franz Bosch, quand ça va vite, pas proprioception consciente,
À un moment donné, c'est ton système qui réagit, c'est plus les mêmes voies. On n'est plus pyramidal, on est extra-pyramidal. Et ce qu'on voyait aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, c'est ta capacité de ton système à renvoyer les informations sans que tu aies besoin d'y penser. Alors, le truc de fou qu'il y a avec Franz Bosch, c'est que c'est pas le premier, mais là, il est très en vogue à ce moment parce que les neurosciences commencent à arriver. Enfin, commencent à arriver, ça fait longtemps qu'elles sont arrivées, mais que tout le monde en parle maintenant, tu vois. Et ce qu'il y a de bien avec Franz, c'est que je l'ai rencontré au FC Barcelone. Et je suis allé lui parler parce qu'il fallait que je le rencontre, ce gars-là. C'était obligé. Mais ça reste du sensorimoteur. Alors, c'est très, très bien, mais on est encore avec l'IP sur la base sensorielle. Et le courant nord-américain, pour eux, le sensoriel, c'est censé être intégré et c'est du bullshit un peu. Sauf que quand tu vois les résultats qu'il y a en posturo ou avec les travaux de maths, tu te dis, mais on passe à côté de quelque chose, quoi. Tu vois. Et France, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il a toujours cette notion d'apprentissage moteur. Ça veut dire que tout ce qu'on est en train de voir là, il met en pratique. Ma pratique muscu, donc c'est déjà le stade 4, c'est déjà quelque chose d'évolué. Et il parle de choses qui sont quand même sympathiques. Et quand tu me disais proprioception consciente, ça ne représente que 10% du muscle. Les 90% sont inconscients de la proprioception, et ça tu le vois avec la posturo, etc. C'est pour ça que la posturologie, c'est ultra important. Et au-delà de ça, il parle aussi de quelque chose qui m'a interpellé, et tu peux faire des recherches, ça s'appelle le préflexe. Pas le réflexe, le préflexe. Ça veut dire que c'est avant le réflexe. Et, si tu veux, il y a toujours un temps de vitesse sur un réflexe monosynaptique, tu vois, c'est très rapide, 30 millisecondes ou un peu plus, un peu moins. Mais le préflexe, c'est instantané. Donc j'en ai parlé avec IP, tu sais, on rencontre des bonnes personnes. Et j'ai rencontré une personne que j'admire qui s'appelle Jérôme Gauchard, qui est sur Nancy, qui est professeur en neurosciences et en bioméca. Et c'est quelqu'un d'exceptionnel. Sa femme aussi, Karine, bisous Karine. Non, vraiment, c'est des super personnes. Et j'en ai parlé avec lui, et même lui, il me disait, putain, il faut que tu me montres les choses. Et c'est le livre le seul qui en parle, c'est Vladimir. J'ai plus son nom. C'est un des derniers livres. Oui, il est récent. Enfin, il n'est pas récent, mais c'est un livre sur les moteurs patterns. C'est punaise, comment il s'appelle? Je sais pas son nom. Tu sais quoi, je te les donnerai, tu le mettras on les mettra tous en lien. Mais ça, c'est normal. C'est des recherches à faire parce que si Jérôme il est pas au courant, c'est que vraiment c'est pas normal, tu vois. Là, exactement de la même manière que tu parlais de l'appareil moteur, et si tu regardais pas le vestibulaire, quelque part, tu es presque en train d'essayer de passer de ta première à ta troisième, mais il manque la deuxième, mais tant que tu n'as pas passé la deuxième, en tout cas, c'est ce que je comprends là, visiblement, c'est que quand enfant, tu n'as pas passé la deuxième et tu es passé sur la troisième, c'est-à-dire debout, au moment où tu essayes d'activer certaines zones, c'est plus compliqué. Ça demande beaucoup trop d'énergie. Exactement. Ça, c'est super intéressant. On va parler de toi maintenant, Anto. Tu gères une salle. Alors, je ne gère pas une salle, je suis intervenant dans une salle. Voilà. Comment elle s'appelle? Aptavita. Aptavita. Paf. Pif, paf. Et quel est ton rôle là-bas? Comment tu choisis tes athlètes? Comment tu crées tes... Donc en fait, c'est une salle de CrossFit où on n'a pas l'appellation de CrossFit. Okay, donc on est équipé CrossFit, mais on ne s'appelle pas CrossFit. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'est pas formé au CrossFit. Moi j'ai passé mon level 2, j'ai toutes mes spécificités, tous les coachs ont le level 1. D'accord. Mais bon, on n'a pas... donc du coup, pourquoi j'interviens là-bas, c'est parce qu'en fait, les patrons de la salle, c'est des jeunes garçons super sympas qui sont diplômés en master à Lyon. Bon, bref, c'est des bons gars qui m'ont proposé de venir travailler avec eux. Et depuis, ça fait 3 ans et demi, je me régale, quoi. C'est vraiment bien. Ils me font confiance à 200%. Je me sens pas enfermé dans quelque chose un dogme là où je peux pas faire m'exprimer, etc. Tu vois, moi, j'aime bien faire ce que j'aime et comme j'aime bien tester. Donc ça veut dire que tu vas à mon cours, tu vois, je vais changer beaucoup de choses. Il y a des choses qui vont changer, même s'il y a des rappels de force, etc. Il y a tout le temps des choses qui vont s'améliorer. À un moment donné, j'essayais d'intégrer les exercices de IP en échauffement. En cours co. Donc c'est pas évident, mais c'est possible. Tu vois. Et à côté de ça, voilà. Donc à côté de ça, voilà, les athlètes qu'il y a, mais c'est pas moi qui m'en occupe, mais tu as des coureurs de trail qui font. Dernièrement, ils ont fait une compète dans les Alpes là-bas, où 6 gars,
qui ont fait ce trail-là, 180 km, je crois, avec je ne sais plus combien de dénivelés. Bon, ça, c'est pas ma partie, mais c'est la partie de mon collègue. Après, il y a Antoine Dubois-Constant, qui, lui, est compétiteur CrossFit. Et ça fait donc 3 ans qu'on travaille ensemble. Et ouais, voilà, donc lui, en ce moment, sur ses 5-6 dernières compétitions, il fait des podiums. Quoi. D'accord. En équipe ou seul. Ok. Voilà. Et toi, tu l'as connu il y a 3 ans. Voilà. D'accord. Et c'est toi qui le suis. Alors, moi, je le supervise. Après, alors lui, ce qu'il suit, et je ne connaissais pas, et franchement, ils sont vraiment très bons, c'est Viking Training. Ok. Voilà. Alors, c'est une équipe qui me semble qui est en Belgique, je ne sais plus trop, en Belgique, je crois qu'ils sont. Et j'ai pas le nom du fondateur, c'est dommage, parce qu'il mérite vraiment qu'on parle de lui, parce qu'il fait du très très bon travail. Je vois Antoine faire sa programmation, et depuis qu'il a fait, il a de très bons résultats. A contrario, je m'étais occupé d'Antoine, pourquoi ? Pour développer sa force, parce qu'il stagnait un peu en squat et qu'il voulait prendre de la force. Et on s'est aperçu que il s'était blessé, il avait 2 cm de différence à jambe droite, jambe gauche, son squat, régression, et c'est là où on est parti sur la posturo. Donc là, je l'ai entrepris en posturologie, réintégration des réflexes et du travail de Mathieu. Et il a basculé. Donc on a fait un travail aussi de rééquilibrage au niveau structurel. Et après, il est parti sur Viking. Et depuis, il est en constante amélioration. Et mais dès que je l'ai eu dans les mains, de suite, je lui dis. Je lui dis, toi, j'en ai eu des gars, mais toi, tu es. C'est les jeunes de maintenant, en fait, je crois. À quoi tu vois ça Est-ce que tu vois un potentiel de force ou des capacités à intégrer vite l'info ? Qu'est-ce que tu vois ? Alors, c'est bien ce que tu dis, parce que c'est tout ça en même temps, mais je ne saurais pas te dire, en fait. C'est pas trop loin. Pardon. Je ne saurais pas te dire, en fait. C'est un échange, tu vois, un ressenti. Tu vois, Antoine, il est exceptionnel parce que tu lui dis fais ça et il va le faire. J'ai même pas besoin d'être à Perpignan pour savoir que je sais que là il est à la salle en train de s'entraîner. Je sais qu'il va manger nickel. Je sais qu'à 10h il va aller dormir. Basta, parce que ses objectifs c'est performer en CrossFit et il veut performer en CrossFit, c'est tout. D'accord. Et là, après il y avait, je pense qu'il a pris beaucoup de confiance. C'est ce que je lui disais. Je lui dis écoute, moi j'ai eu tel athlète dans les mains et toi, je dis tu es meilleur. Okay. Mais meilleur pas dans le sens de force. Dans le sens globalité. C'est vraiment un athlète. C'est pas quelqu'un juste fort. C'est un athlète. Il s'adapte à tout, il apprend vite, il est sérieux, il est rigoureux. La moindre chose, tout ce qui est bon pour... comme je dis, on optimise la performance, on maximise la récup. Tout ce qui peut être pris, il le prend. Ouais. Quand tu dis que tu as travaillé avec lui sur la force, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu t'es... Ouais. Ça va te plaire. Ouais, alors en fait, on parlait de triphasique. Donc, tu vois, excentrique, statique, pour repartir en explosif plus haut. La chose, c'est que, voilà, j'ai rencontré, en 2014, je vais au Crest de Montpellier, et je vois un gars, pieds nus, et je vois Kevin Mayer, qui fait des drop jump, et ça a duré 2 heures, et le gars lui dit, non, c'est pas bon, continue. Et moi, pendant 2 heures, je suis resté scotché. J'ai dit, c'est qui ce mec ? Il faut que je le rencontre. J'ai vu énormément d'intérêt dans ce qu'il faisait à Kevin Mayer. Et à côté de ça, personne n'y voyait de pertinence. Et du coup, tu vois, c'est comme ça en fait. Et quand tu as une révélation, ça passe par 3 étapes, on le sait, Idriss Aberkan. Au début, on se moque de toi. Après, c'est évident. On se pose des questions. Et après, ça devient évident. Voilà. Au début, on se moque de toi. Après, c'est quoi qui dit mais on commence à avoir de l'intérêt. Après, ça devient évident. Et la chose, c'est ça, c'est que moi, j'ai vu énormément d'intérêt dans ce qu'il faisait en 2014. Et on est combien là ? Donc 2 ans après, Kevin, il devient médaille d'argent, champion du monde, et là, il a Doha en ce moment, bref. Et en fait, je parle de Jérôme Simian. Okay. Jérôme Simian, c'est quelqu'un qui est très simple, qui parle pas beaucoup, qui est dans son coin, qui peut peut-être paraître un peu, qui entretient ce truc-là, de ne pas vouloir te parler, etc. Mais c'est le personnage, quoi. Lui, c'est la prépa pasta. Ouais. Et en fait, je l'ai suivi pendant de nombreuses années. Et c'est là où je commençais à le voir faire des exercices statiques longue durée. Et là, j'ai essayé à comprendre ce qu'il faisait. Donc, il n'y a rien sur ça. Et un jour, j'ai vu un article avec Benjamin Delmoral, et Jérôme Simian. Ouais. Et Jérôme Simian, il cite des sources.
Et sur 3 sources, il y en a 2 que je connaissais, une que je ne connaissais pas. C'était Jay Schroeder. Ouais, c'est là où on a commencé à parler sur Instagram. Yes. Et Jay Schroeder, en fait, c'est l'inverse du triphasique. Enfin, tu veux juste la petite info? Oui. Quand j'ai commencé à faire du Jay Schroeder, moi j'avais Nicolas Krajka, c'est le seul Français qui joue au Japon. Et il est revenu quand il s'est pété le genou, il savait que j'avais été en Australie faire les trucs et tout avec les jeunes sur la réactivation, les moins de 21 australiens. Il me dit écoute, je vais revenir en France parce que le service médical est meilleur, j'ai pas envie, j'ai déjà vu des mecs revenir des croisés se les répéter direct. Il me dit est-ce que tu peux me prendre à temps plein en réduc? Je dis pas de souci, on va faire ça tous les matins ou tous les après-midi. Et il y a eu Rugby Plus qui est venu faire une branche de Canal qui est venu faire un article, un reportage, donc c'était très cool pour moi parce que ça me mettait en lumière en plus de mon travail de réathlé. Et puis à un moment donné il me dit écoute, le haut du corps, nanana, faut que je retrouve des max que j'avais avant quand j'étais plus jeune, etc., vu que j'ai du temps pour bosser. Et là je me dis on va faire du triphasique. Et à un moment donné je regarde le triphasique et je me dis on en parle tous les deux et tu me dis regarde ce mec là, Jay Schroeder et tout. Et Jay Schroeder il avait peut-être un peu abusé sur l'ISO, mais il y avait quand même des putain de pistes à aller chercher. T'as tout dit. Et quand on a commencé à inclure ça dans l'entraînement, et qu'on est passé de l'ISO à la vitesse, et comme ça je pouvais créer des rapports en plus dans les entraînements et lui faire du haut profil neurologique, c'est-à-dire c'est bien de rester en ISO tout le temps, mais après on travaillait avec justement les bâtons, on a fait la même chose dans le sens push-pull, et j'ai publié la vidéo. Et la vidéo elle a cartonné, et donc du coup je te citais dans la vidéo. Et puis et je sais pas ce qui s'est passé, je commence à voir des vidéos d'un type qui s'entraîne et qui fait les mêmes trucs. Et j'ai des potes qui me taguent ou qui m'envoient, ils me disent bah alors tu te fais piquer ton concept. Et en fait, au début j'ai cru qu'on venait de me piquer une idée, mais parce qu'en fait j'ai vu 2-3 vidéos de Schroeder, j'ai compris ce qu'il cherchait quand il enlevait les charges et qu'il cherchait l'application de la vitesse après l'ISO. Et donc tu prends les exos, tu comprends le principe et tu les actives pour ton mec. Et après, j'ai compris en fait que c'était Kevin Mayer et je lui ai dit non, là tu comprends pas là. Il y a quiproquo, c'est l'inverse. C'est lui qu'il faut regarder. Ça vient de là, ça vient de là et ça vient des autres ensuite. Donc voilà, c'est la petite info marrante parce que même moi j'ai bugué quelques minutes et après j'ai compris. Non mec, c'est l'inverse. Mais là, c'est bien ce que tu dis parce que moi, ça m'a remis en question grave sur le triphasique parce que pareil, j'étais tourné comme toi sur Caldiet. La méthode d'Emmanuel était complètement différente parce que, alors je vais te la citer sur ce que j'avais publié avec lui. C'était qu'en gros, lui, son triphasique à lui, c'était faire un statique. C'était faire un. Attends, putain, je ne me souviens plus. Faire une pause statique en position basse. Faire un iso hold en position haute. Et après, tu fais un concentrique pur, volontaire, à partir du bas. Donc, ça fait... voilà, c'est ça. Donc, en fait, c'est 3 phases. Tu avais de statique, excentrique, etc. Mais ça ne ressemble pas du tout au Caldiet. Parce qu'en fait, Emmanuel, il joue beaucoup sur les fuseaux neuromusculaires. Et après, c'est trop pointu pour que... Tu vois, j'ai honte même de dire ce que je te dis parce que je ne connais pas la méthode. Ouais. Et c'est dommage parce que tu vois, sur l'interview que je fais avec lui, il a des tailles, mais... c'est trop puissant, quoi. Ouais. Tu te rends compte que c'est... Limite, tu passes à côté de quelque chose de fou. Parce que tu n'as pas du sens dans ce qu'il dit. Ouais, mais lui, il a tout compris. Parce que, voilà. Mais c'est énorme. Et après, j'en reviens à Jay Schroeder, où lui, il m'a vraiment chamboulé parce qu'en fait, c'était un peu dans le désordre. Lui, il commence par le statique, il enchaîne l'excentrique et il finit là où 90% des coachs commencent. Ouais. La propulsion. Et en fait, en cherchant, tu tombes sur des études qui expliquent que le statique, c'est le seul mode de contraction musculaire qui permet de recruter à plus de 90% les fibres. Ouais. Donc à partir de là, tu te dis, putain, mais ce qu'il fait, il a 7 tests de base qu'il faut tenir 5 minutes. Basta. Bon, 5 minutes, ça fait beaucoup. Mais tu te dis, punaise, mais où on s'en va là? Tu vois? Et c'est juste énorme parce que j'ai eu Mathilde Landreau qui a fait les Jeux Olympiques de Rio en lancer de javelot, qui a le record de France, qui est 5 fois championne de France. Quand elle est venue me voir pour que je la prenne en mai, on a fait ça, d'entrée. Elle m'a dit, à la première séance, elle enchaîne sur le terrain, elle m'a dit, je sens des choses. Donc à ce niveau-là, ton corps, tu ressens mieux qu'une personne normale, quoi. Ouais. Donc si à partir d'une séance en statique, après, de suite, tu as des effets de transfert immédiats sur le stade, c'est juste fabuleux. Donc il y avait des pistes à chercher. L'erreur, c'est de faire ce que fait Jérôme, parce qu'on ne comprend pas encore ce que lui veut exactement. Moi, j'ai fait des mentorships avec Jay Schroeder, j'ai fait ces petits trucs online avec lui. Et... je ne me rappelle plus de son site. Mais... Ouais.
Et, c'est pas Schroeder. Non, c'est pas ça. C'est Evo Ultra Fit. Ouais. Et là, tu te rends compte qu'il y a quelque chose à aller chercher. Et en fait, de travailler comme ça, je me suis dit, ben, tu sais quoi, je vais le tester avec Antoine, Clem et Thomas en développement de la force. Donc, on a fait 3 semaines. D'habitude, j'étais très habitué à faire du 4-5 semaines, tu sais, en progression linéaire. Et qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai fait du triphasique, mais sur 3 semaines. Donc, en tout, ça faisait 9 semaines. Et sur la première semaine, j'ai fait une semaine, pas de déload, mais une semaine d'introduction. Et ma semaine d'introduction, c'était des exercices à poids de corps statique. Ouais. Voilà. Sur la première partie, le premier bloc, c'était statique. Donc là, ça m'a fait faire des recherches sur tout ce que je pouvais avoir en méthode de statique. Et en fait, tu calcules en France, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 2. Non. Ouais. Et donc quand tu vas chercher ailleurs, donc il y a un très bon livre, c'est le livre Black Book de Training Secret de Thibaudot, qui est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de méthodes d'entraînement. Et c'est comme ça que j'ai testé. Et les gars, je leur disais, les gars, les perfs, vous allez vous sentir mais vraiment bien parce que le statique longue durée, il y a des effets immédiats. Tu vas sentir quelques contractures aux fesses aussi. Mais... c'est pas faux. Et je leur disais, surtout, ne faites pas de max. Mais les mecs, ils sont jeunes, ils sont pleins de bourre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils me faisaient des max. Putain, je devenais fou. Donc, en quelques semaines, les max, ils explosaient. Mais vraiment. Tu sais, même une charge avec qui j'avais déterminé une charge, avec ça, vous allez faire ça. Et les mecs, ils mettaient plus. Et sans me le dire, ils avaient testé pour voir. Parce qu'ils se sentaient déjà potentialisés de fou. Et c'est énorme. C'est juste énorme. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai testé et que je me suis dit, il y a de l'intérêt. Et donc depuis 2014, je me suis dit, ce gars-là, il faut que je le rencontre. Et je connaissais Romain Barras, qui se faisait préparer par lui. Et il m'a dit, t'inquiète, je te le présenterai et tout ça. Moi, je suis pas pressé. Tu vois, si ça doit se faire, ça se fera. Comme nous, ça fait 2 ans qu'on se parle sur Internet. Et donc ça s'est fait, tant mieux, quoi. Et en fait, je l'ai rencontré. J'ai décidé de faire la méthode abrasion des fascias Fat Tool avec lui à Lyon. Comme ça, j'ai pu le rencontrer, discuter avec lui. Et indirectement, on a fait un cours 1 à Lyon le mois dernier. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au dernier moment, la salle qu'on avait louée, on n'avait plus accès. Et c'est Jérôme qui nous a trouvé une salle. Jérôme reste avec nous. Après, on a passé une soirée. J'en rêve encore de cette soirée, Jérôme. Mais c'est fou, c'est une soirée de fou. Romance. Et c'est là où tu te dis, putain, ce gars-là, en fait, il n'est pas du tout ce que tu penses qu'il est. Ouais. Il est génial. Et il a des pistes qu'il faut... C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Moi, je trouve vraiment fabuleux. Et là où la discussion, elle est géniale, c'est que Kevin revenait de faire une perf en lancer de poids la semaine d'avant. Je crois qu'il avait fait 17 mètres et quelques au lancer de poids, donc son record. Et il me regarde en rigolant, il me dit, tu veux connaître son bench press à Kevin? Et là, je regarde, je fais, ça veut dire qu'il a un bench pourri. Et il me dit non. Il éclate de rire, il me dit non. Je sais pas, je peux pas te dire, ça fait 4 ans qu'on n'en fait plus. C'est juste énorme. Je m'attendais pas du tout à cette chute. Mais c'est génial. Voilà. Et ça, c'est un truc de fou. Ah, c'était génial. Ah, c'est une bonne soirée. Et voilà, quand tu te rends compte que c'est des gars comme toi qui se sont retrouvés un peu tout seuls, tu vois, qui se sont fait tout seuls. Et voilà, ils ont bu. Voilà, tu vois, tu deviens pas Jérôme Simian en claquant des doigts, tu vois. C'est le travail de toute une vie. Quoi. Ouais. Je pense qu'il faut quelques galères pour devenir mais c'est ça, ce je genre pense, de personne. Si tu tombes pas, je peux vous dire que de la merde, j'en ai fait. Quoi. Faut pas avoir peur de se tromper. Hein. Je veux dire, flinguer des gars, je l'ai fait. Même moi, je me suis flingué. Je me suis tellement flingué que j'ai dû arrêter. Quoi. Mais c'est pour ça que je suis tourné vers ça maintenant. Parce que les erreurs que j'ai faites, je veux pas que les autres le fassent et je veux comprendre pourquoi. C'est tout. Après, des erreurs, il faut en faire. Et voilà, c'est vrai que c'est bien quand tu démarres dans la prépa physique dans un club où il y a des moyens financiers, qu'il y a plusieurs personnes autour de toi pour t'aider et tout ça. J'imagine que ça doit être bien, mais moi j'ai pas eu ça, tu vois. Ouais. Donc il faut te démerder. Si tu veux avoir du niveau, il faut te démerder, quoi. Et moi, le niveau, je l'ai pris en discutant avec Emmanuel, avec des gars comme Jérôme, Marc. C'est comme ça. Souvent, Corey Schlesinger, c'est l'entraîneur de Stanford University au basket. Mec très intéressant si vous avez l'occasion un jour d'écouter le podcast. Sinon, dès que je suis sponsorisé, je vais au States et je fais les podcasts. C'est bien le but. Il faut le sponsoriser. Hein. Voilà. Ah oui. Je fais de recherche de sponsors. Voilà. Et il dit, là ça va pas faire plaisir à tout le monde parce que c'est pas vrai, mais il dit, les meilleurs prépas sont rarement dans les meilleures équipes ou au meilleur niveau. Ah mais ça c'est sûr. Il dit, je m'explique,
un mec qui est arrivé trop tôt dans une structure trop dorée en sortant des études, n'a pas eu le temps d'avoir le temps pratique de réfléchir à tout ça, de se mettre un petit peu dans la merde et de pratiquer et de prendre de l'expérience et d'aller voir les mecs qui ont fait les trucs. Et il dit d'ailleurs à ce sujet-là, tout le monde veut passer le Masters, etc. Il dit alors que personne ne veut aller au séminaire de 2 jours d'un type qui a exactement fait ce que tu veux faire. C'est exactement ça. Et derrière, il dit, si je regarde dans le tout bas niveau, il y a des nuls, quelques bons. Il dit, si je regarde en haut, il y a souvent des mecs qui se cachent derrière beaucoup de technologie. Pas tous, il y a vraiment des bons à haut niveau aussi. Mais il dit souvent, dans les niveaux un peu intermédiaires, quand un mec a ouvert une salle et il a continué à tester, à s'orienter vers les gens qui étaient passés avant lui, il dit, c'est là où tu trouves les meilleurs. Et c'est malheureusement pas là où on va les chercher. Et je pourrais dire pareil du rugby, parfois tu comprends pas, mais tu te dis, mais les meilleurs entraîneurs ne sont pas en top 14. Parce qu'en top 14, pour y être, sauf quand ta délégation de président est plutôt intelligente et à un moment donné comprend quelque chose, c'est que les mecs vont être des sportifs en fin de carrière. Ok, tu finis ta carrière, tu as été un super membre pour le club, allez viens là, tu vas devenir entraîneur. Ça se trouve le mec a aucune pédagogie, ça se trouve il est biaisé par tous ces filtres. Et des fois ça devient des super entraîneurs, je dis pas. Mais souvent, ces mecs-là, ils sont cachés un peu dans le niveau intermédiaire. C'est pas faux. Et on leur donnera jamais la porte. Et je dis pas ça parce que c'est un peu nos vies, tu vois. Je pense qu'on se reconnaît tous un peu là-dedans, parce que maintenant, on a peut-être un petit peu de reconnaissance en tant que prépa, mais on n'est pas connu du système français. Et le système français, il favorise aussi tout le professorat de sport. Pour normalement avoir les délégations nationales, tu devais être professeur de sport. Donc si tu n'avais pas fait le CAPES, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Au début, quand je commençais, mon rêve, c'était d'intégrer l'équipe de France de boxe ou de peu importe le sport, mais qu'il fallait que ce soit arts martiaux, sport de combat, quoi. Ouais. C'était mon rêve. Et au final, plus j'avance et plus je vois ce qui se passe et je me dis, au final, je voudrais pas, en fait. Je voudrais pas. C'est aussi parce que ces mecs-là, parfois, faut pas leur jeter la pierre non plus, mais t'es dans un système... Non. Et voilà, c'est ça. Vas-y, occupe-toi des 26 qui sont là, et t'es là, mais j'ai pas le temps, il faut que je bosse sur des trucs, j'aimerais, mais t'as pas le temps, et tu t'es engrangé dans le système, même dans des crèves, des trucs comme ça, et puis, tu fais ce que tu peux, quoi. Après, au jour d'aujourd'hui, trouver du travail en tant que préparateur physique, franchement, il faut les avoir accrochés, parce que je me rends compte que c'est difficile quand même. De sortir du lot, de s'occuper d'athlètes parce que je sais pas si toi, mais moi, c'est pas mes athlètes qui me font vivre. On est d'accord sur ça. À part si tu as des athlètes qui gagnent bien leur vie, qui sont au top 14 ou en équipe de France, enfin peu importe quoi, ou des joueurs de foot, tu vois, là d'accord. Mais moi, au humble niveau que j'ai, moi, c'est pas eux qui me font vivre. Le mec, il est donc mais c'est ça, le mec qui veut être préparateur physique, c'est que vraiment. Après, tu as la chance de rentrer dans une équipe, on te fout un salaire et tout, je suis d'accord. Ton seul unique but, quoi, là, après, c'est de ne pas blesser la personne. Une fois, je me rappelle, on avait tourné une vidéo sur l'équipe de France, je crois, de foot, où on voyait les athlètes faire un circuit training. Et c'était un peu... cette vidéo, on en avait parlé déjà dans notre podcast, c'est vrai que c'était... Voilà, mais je me dis, t'es préparateur physique de gars, par exemple, qui gagnent, je sais pas moi, 1 million par mois. Ton truc... Bon, après, l'encadrement sur les exercices qu'ils faisaient, c'était bidon. Mais je me dis, mais tu leur fais faire un peu de mouvement, mais tu dois flipper que d'un claquement de doigts, tu dégages, quoi. Ouais. Moi, je sais que ça... Je suis très tourné sur la force. J'adore, parce que pour moi, la force, elle a un grand impact sur les autres qualités physiques. Ouais. Donc, c'est important de lever son potentiel de force. Après, je dis pas que c'est toujours ça qui est important, parce que quand tu regardes les travaux de Franz Bosch, c'est un gars qui a eu des résultats de fou sans travailler la force. Qu'est-ce qu'il dit sur il dit, pour un bon entraînement spécifique, un bon entraînement, il faut qu'il y ait 2 choses. Pas de surcharge et qu'il y ait des notions d'apprentissage moteur pour améliorer ton geste. Qui fait ça? Personne. En spécifique, personne ne fait ça. Ouais. C'est tout. Et donc, tu vois, après, c'est toujours une question de contexte. C'est clair. Où est-ce qu'on est, tu vois, si tu vois, il y a toujours à critiquer ou à dire du bien, il y a toujours ça. Maintenant, le contexte, il est différent. Peut-être, moi, je te dis, moi, avec mes gars du rugby, quand on m'a proposé le staff avec les Ignans 13 en élite 1, moi, je savais que les gars, ils allaient faire de la force, quoi. Là, je veux pas squatter. Ben, tu vas squatter, c'est tout. Tu vois, c'est la base. Voilà. Mais après, je comprends qu'il y a des gars qui veulent avoir leur place, parce que dans un staff comme ça, il faut se dire que le premier qui dégage, même si c'est pas de ta faute, c'est le prépa physique. Tu dégages direct. Tu es sur la sellette direct. Et aussi lié à des mecs qui comprendront même pas ce que tu fais. Ah oui, ça, parce qu'ils ont été entraînés par justement l'ancienne école, un peu l'école militaire.
Ça, c'est ça. Ça, c'est On dur. va faire de la VMA, et puis on va faire ci, et puis on va faire ça. Attention, pas trop de barres, pas trop de trucs. Tu vois, à l'inverse, je comprends aussi le discours d'un mec comme Louis Simons qui te dit ok, bah, j'analyse le sprint et je fais bam bam bam, et je te dis que si on perdait moins de temps sur tous tes contacts et si on pouvait déployer plus d'énergie au sol, tu gagnerais. Il y a cette partie-là qui est vraie, Oui. il y a l'approche spécifique qui est vraie de Franz Bosch, mais le pire à faire, c'est de faire aucun des deux et de te dire que tu es le meilleur parce que tu as sorti une échelle et 3 petits plots. C'est ça. Mais après, il faut se dire un truc, c'est que la vérité, elle n'existe pas. Non. Je veux dire, c'est ma vérité, c'est pas ta vérité c'est pas ma vérité. Le seul truc qui compte, c'est que toi, tu mets tout en place pour avoir tes objectifs réalisés. Et préserver en priorité, et ça c'est la règle d'or de Bruno Parietti, préserver l'intégrité physique de l'athlète. Basta. Si tu arrives à progresser en ayant ça, tu es le meilleur. Ouais. C'est ça qui est difficile et qui est important. En parlant d'ISO, justement, tout à l'heure, est-ce que tu as intégré des machines comme une squat belt ou des trucs à résistance? Non, et ça c'est dommage. J'adorerais en avoir une. Ouais, c'est vrai. Non, j'ai pas de machine exceptionnelle qui sortent du lot. Si, peut-être qu'elle va arriver en janvier 2020. C'est un groupe d'innovateurs portoricains qui ont sorti une machine iso-inertielle portable. Ah ouais? Toute petite, comme ça. Alors, en général, les plateformes iso-inertielles, ça vaut 10 000 balles. C'est plateforme horizontale ou verticale. C'est transportable, ça pèse 30, 50, 40 kilos. C'est encombrant. Là, c'est une mallette comme ça, petit comme ça. Et tu as une résistance de plus de 100 kilos. Donc, sur des mouvements isolés, etc., ou même des exercices un peu complets, c'est top. Quand les mecs ont lancé le crowdfunding, tu sais, j'ai dit à Antoine, il faut qu'on paye, quoi. Ça va cartonner, ça. En fait, ils ont multiplié par 10 le chiffre qu'ils attendaient. Putain. Voilà. Ça s'appelle Andy-Gym. Andy-Gym. Ok. Et tu penses que ça va être... tu vas pouvoir la fixer comme tu veux? Comme tu veux, tu la fixes. Ouais. Et on a même acheté là. En fait, si tu veux, on faisait partie du crowdfunding, ils nous ont offert la moitié prix du truc. On a payé ça à 800 balles. Il y en a pour plus de quasiment 2000 balles. Tu as une mallette, dedans, tu as toutes les options de la poulie, là, enfin, de l'espèce du matos. Tu as toutes les options. Donc, tu as des. Tu vois, je te montrerai à l'occasion où tu descendras à Perpignan. C'est vrai que quand tu penses à l'ISO, par exemple, et quand tu penses à améliorer l'ISO, eh ben, on peut te dire de te mettre sous une barre qui va te bloquer et de te forcer ta remontée sans bouger. Mais, et c'est bizarre, mais je suis persuadé que c'est différent quand la traction te mène vers le bas et tu dois résister à celle-là. Tu parles comme un livre, c'est ce que je l'ai enchaîné. Parce que quand j'ai fait mon programme isométrique, quand je faisais des recherches sur le statique, tu te rends compte qu'en fait, c'est exactement ce que tu dis. C'est soit isométrie sur montoir où tu as la barre vide, tu as les lockouts, là, tu pousses comme un idiot. Donc, c'est en phase concentrique. Donc, j'appelais ça iso-concentrique. Ou quand tu prends une charge maximale ou supramax, mais on va prendre des guillemets quand on dit supramax, et que tu la maintiens. Elle te force vers le bas, donc du coup, si tu as plus d'énergie pour tenir ta barre, tu seras forcé vers l'excentrique. Donc, j'appelais ça iso-excentrique. C'est ça. Ouais. Après, tu en as d'autres. Je te jure, il y a une liste là. On a vraiment testé avec Antoine et je les mettais à chaque fois en soi, je les mettais en activation. Tu vois, l'isométrie oscillatoire, c'est génial. Tu prends ta barre sur un bench press par exemple, tu prends ta barre à vide, tu mets les lockouts, tu pousses le plus fort que tu peux pendant 6 secondes, tu relâches 2 secondes, tu refais, tu relâches, tu refais. Tu vois, c'est pas isométrie oscillatoire. Ouais. Comme sur montoir, où vraiment tu pousses pendant, je sais pas moi, 10-15 secondes et tu relâches. Ils en ont pas mal en. Ouais, t'as un stock, tu en as plein. Même en priable sur l'épaule, maintenant, justement, Carliès qui a dû publier que tu as 2 élastiques et il y en a un qui te renvoie vers le bas, vers le haut, et clac, clac, clac. Ah oui, tu dois surmonter ça avec. Alors, ces exercices sont utilisés en réhab, justement pour activation du système nerveux. Ouais. Et surtout en réhab pour les co-contractions. Ça, c'est important quand tu vois, je te parle, j'ai une cicatrice parce que j'avais des problèmes au niveau du coude, grosse cicatrice, et donc au niveau proprioceptif, etc., tu travailles à faire. Donc, notamment pour ne pas perdre la flexion et l'extension, comme tu l'as vu ce matin, on est on est en tonus suractivation en chaîne antérieure. Ça veut dire que si je ne travaille pas mon extension, je vais finir le bras en flexion. Donc ce qu'il faut, c'est travailler son extension. Et son extension en co-contraction. Donc ce que j'avais mis en place, il me faisait travailler sur le Uber. Tu sais, la machine Uber, tu connais? C'est la machine avec la plateforme, le cadre, etc. Donc ça, c'est une super machine, ça. Ouais. Mais à ma salle, je ne l'ai pas. Donc qu'est-ce que je fais? C'est cher. C'est shit. Je prends un Bosu et tu as les mêmes résultats. Bon,
Tu sens les mêmes. Ce qu'il y a de bien, tu as un feedback dans cette machine, le Uber, ça c'est vraiment bien. Ouais. Tu sais, tu as des cibles à Ouais, t'as tenir, les à cibles, respecter, donc c'est pas mal. Mais quand j'ai fait un mis en place, parce qu'il fallait que je le fasse pour mon coude, ben, je prends un bossu, je le tourne sur sur le dôme, la plateforme où je monte dessus, comme si je faisais un squat. D'accord. En haut, sur ton rack, tu mets élastique, vert bleu, donc vert noir, il faut qu'il y ait attention. Ouais. Tu fais un quart de squat, bras tendu, tu pousses et tu te mets sur la pointe des pieds. Tu vas créer de l'instabilité et en fait, ce que tu veux, c'est rechercher cette oscillation. D'accord. Et en fait, c'est contrainte, relâche. Tout cet effet-là qui fait que tu vas améliorer cette façon de fléchir ou de tendre le bras. D'accord. Et ça, c'est vachement important. Et puis parce sur que- des temps très très courts. Voilà, alors moi, quand même, il me faisait bosser sur une Enfin, trentaine je de veux dire, secondes. des temps de récupération. Très court. Ouais, ouais. Ah, ça, par contre, Parce que c'était court. ce Ça, qu'on disait sur la ça proprio fatigue, tout à l'heure, mais- quoi. C'est ouais. le jour où tu vas à donf et que tu changes d'appui au rugby et que ton pied est forcément pas aligné avec ton genou, Mm. n'importe quelle proprio que tu as faite en conscient ne Ouais. va pas être celle qui va décider, ça va être la capacité en co-contraction de ta cheville à bloquer pour te permettre de changer ou de pas justement te flinguer la C'est pour cheville. ça que c'est important de voir un posturo parce qu'il agit sur le 99% qui est conscient. Après, tu vas voir pourquoi la base de la pyramide de IP, elle est ultra importante. Et je te gâche pas Tu parles d'une pyramide d'apprentissage. Voilà. Mais je te gâche pas le plaisir parce que moi, ça a été évident quand je m'occupais des rugbyman que sur 20 athlètes, t'en as 5 qui sont chauds pour faire ce que tu veux faire et le reste, ils s'en foutent. Quoi. Donc au début, je me disais, bah shit, c'est quoi? Dégager, moi je prends ceux qui veulent s'entraîner, tout ça. Mais tu peux pas penser comme ça quand tu es préparateur physique, c'est pas possible. Donc IP, c'est génial parce que tu as des outils où tu fais pas de muscu et tu améliores les perfs. Ouais. Juste en améliorant les entrées sensorielles. Et ça, c'est énorme. Vraiment énorme. Truc de, je sais plus quel américain, en fait, qu'est-ce qu'il avait dit moi, j'ai des gamins, tu parles pas de tendinite, t'as un type de 20 ans. Parce qu'il connaît pas. C'est Donc ça. il va te dire, ouais, je m'en fous, je refais du bench aujourd'hui, je referai du bench demain, et puis si ça va bien, je ferai même du bench avant le match. Et toi, tu sais ce qui va arriver. Et ce qui est important aussi avec les exercices de IP, de les faire, ça dure même pas 5 minutes, de les faire avant ton entraînement CrossFit ou peu importe l'entraînement que tu fais, c'est d'activer les zones cérébrales. Donc j'ai fait la formation FC Barcelone, neurosciences et entraînement, et celui qui donne les cours s'appelle Mario Di Santo. Il vit en Argentine, et les Sud-Américains sont vraiment très pointus en neurosciences appliquées au sport. Donc s'il y a des choses à regarder, il y a pas mal de choses. Donc Di Santo, lui, il a fait ses cours, et à l'intervention qu'il a fait au FC Barcelone, il démontre beaucoup de blabla, de la théorie, donc ouais, super. Sauf qu'après, il y a toute la moitié du temps, c'est la pratique. Et là, en fait, il est au docteur, il va faire un IRM fonctionnel du cerveau, et sans faire d'exercice cognitif, et avec 5 minutes d'exercice cognitif. Et en fait, tu vois une différence au niveau cérébral, d'activation du cervelet, etc. Et tu verras pourquoi c'est important le cervelet cet après-midi. Et c'est juste énorme. Tu peux quand même le dire à ceux qui écoutent, ouais, sans leur donner tout le contenu. Oui, parce qu'en fait, nous, avec IP, on travaille beaucoup sur le système sensoriel, et tu as des entrées sensorielles qu'on verra, comme la proprioception et le vestibulaire, qui passent par le cerveau. Donc c'est pour ça que c'est ultra important. Et ça, moi, ça m'a fait mon déclic. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais je ne peux plus me permettre de dire, tu veux t'entraîner, tu es avec moi, tu veux pas, tu restes là-bas. C'est plus possible, ça. Et à contrario aussi, tu vois, quand tu prends un KO en rugby, on te fait des tests, tu sais, le docteur il vient pour te faire des tests pour savoir si tu peux rejouer ou pas. En posturo, je l'avais recalibré le gars en 30 secondes sur le niveau des tests oculaires, pardon. Et il pouvait repartir, ils n'ont pas voulu qu'il reparte. C'était un très bon joueur. D'accord. Sur le coin du banc, ric-rac, il devait prendre pour un foot en faisant les convergences oculaires. Sur le rugby, tu as quelques mecs du rugby 13 qui sont pas mal du tout. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu fais avec eux et peut-être les nommer aussi parce oui, bien sûr. Donc j'ai bossé pendant 3 saisons à Lézignan avec Aurélien Colony, qui est entraîneur sélectionneur de l'équipe de France. Super entraîneur qui m'a donné l'opportunité de faire ce que je voulais. Et ça, c'est du bonbon parce que comme tu disais, quand tu arrives dans un staff, que tu es un peu... tu sais pas comment aborder la chose, donc je crache pas sur les gars qui prennent pas de risques sur ce qu'ils font. Moi, c'est simple, j'annonce la couleur, je fais ça. En plus, il s'était entraîné avec moi, il m'a dit je te veux à tout prix, donc c'était super bien, quoi. Et je me suis occupé d'athlètes qui m'ont régalé, et j'ai vraiment appris, parce que comme on en parlait hier, je suis plus attiré par les sports individuels, les athlètes individuels, parce que j'ai ce rapport de me dire, comme Antoine, tu vois, c'est un gars, je sais qu'il va faire ce que je dis, quoi. Maintenant, le rugby, c'était un peu embêtant parce que tu as des gars que c'est là où le RPE, j'ai vu qu'il fallait que je trouve quelque chose de mieux que le RPE. Parce que quand je vais planifier mes séances avec du RPE, si tu as 100% confiance à ces gars,
Le RPE, c'est cool. Ouais. On peut rappeler ce que c'est le RPE, vas-y. Ouais, c'est une échelle de perception de douleur. Quand tu veux, par exemple, faire 10 répétitions, RPE 8, mais tu t'arrêtes. En gros, tu gardes 2-3 reps en réserve. Toi, ça te permet, sur un contexte, de percevoir un peu l'effort par rapport à d'habitude, quoi. Voilà, parce qu'en fait, ce qu'il faut jouer, c'est à prendre en compte, c'est l'autorégulation, c'est que le niveau de physiologie de l'athlète fluctue de jour en jour. Donc à partir de là, tu ne peux pas prendre son plein potentiel le jour où il est au plus bas, et à contrario, tu ne peux pas le faire évoluer s'il est en plein potentiel. Et donc j'ai trouvé, ça fait quand même pas mal d'années que je teste ça et que ça marche, et c'est une des waves qui marche le mieux, c'est la wave autorégulée de Joe DeFranco. Okay. Sur 5 semaines, avec la semaine 5, c'est la décharge, et les semaines, c'est la périodisation linéaire, sur charge progressive, mais avec toujours une phase de réalisation en série. Tu as 3 séries à faire sur ton Big 3, et la 3e série, en fait, tu as un nombre de reps à faire. En fait, c'est ton max de reps si tu es en forme, et c'est un nombre minimal à faire si tu es fatigué. D'accord. Et ça, c'est du bonbon, parce que j'ai eu de très bons résultats, et je continue toujours d'avoir de bons résultats avec ça. Ouais. C'est Julien Pinot qui me fait beaucoup réfléchir à la périodisation en ce moment. Que c'est vrai qu'il disait, si tu regardes les systèmes chinois, le programme, il y a marqué 2 reps lourdes. Pourquoi ? Parce que c'est 2 reps lourdes suivant comment tu te sens aujourd'hui. Parce que ton 80% d'aujourd'hui, c'est pas ton 80% d'hier. C'est ça, l'autorégulation, c'est ça. Ça serait très cool un jour de parler avec Gabriel, du coup, que vous avez dans l'institut. Ah ben écoute, il va venir, voilà, Gabriel. Alors Gabriel, c'est le bras droit de Matt, ça fait plus de 10 ans qu'il utilise, lui c'est plus tourné sur la préparation physique, et qu'il utilise qui est posturologue, et qui est kinésiologue aussi, qui utilise les principes du IP dans la préparation de haut niveau. Et il est venu en France en février dernier, et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est le cours qui a eu le plus de succès. D'accord. Donc il a fait venir 27 personnes qui ont fait le cours 1 en périodisation de l'entraînement et programme design, et c'est là où tu te rends compte que ça prend tout son sens. Ouais. Il a été formé par Stéphane Cazot, par Poliquin, et surtout Stéphane Cazot. Et Stéphane Cazot, peut-être que ça ne vous parle pas, mais à l'heure actuelle, c'est un Canadien qui est aux États-Unis, qui a un gros gym qui s'appelle Kilo Strength Society en Californie, et qui s'occupe d'athlètes de très haut niveau, et qui a pendant 30 ans utilisé les méthodes de Poliquin avec 30 ans de data, quoi. Ouais. Donc il a modifié certaines choses. Voilà, et ce qu'il apporte, c'est du concret, c'est vraiment très puissant. Ouais. Moi-même, j'ai été surpris parce que je ne pensais pas que c'était aussi puissant en étant aussi simple. C'est ça qui est choquant. Tu vois, tu sais, as l'habitude de faire tout le temps de te dire, putain, je vais faire des séances qui vont être péchues et tout, et là tu te dis, mais c'est pas possible que ça marche, ça. Ou que j'ai des résultats. Et au final, moi j'ai testé avec Antoine, on a lancé une programmation, parce qu'on a monté notre société qui s'appelle Neuro Engineering Athlete, yes. Où on propose des encadrements pour atteindre ces objectifs, comme une prise en charge d'athlète, mais pour tout le monde, que ce soit un client qui n'a jamais fait de muscu, ou, tu vois. Ouais. Donc on essaye de s'impliquer vraiment comme si on avait un athlète, mais avec monsieur, madame, tout le monde. Et donc on a lancé ça, on a eu 5 personnes qui ont fait notre programmation, on a eu des résultats de fou. Mais vraiment, et je pensais vraiment pas avoir autant de résultats, enfin d'aussi bons résultats en fait. D'accord. Et donc voilà, donc on a lancé sur ça, on va lancer aussi des formations, neuro-appliquées. Lui il est plus axé haltéro-chinoise. Et ouais non, c'est cool, ça va être bien. Et là, le rugby, donc tu as encore des athlètes, tu t'occupes encore de Oui, alors oui, donc là, donc j'ai 3 saisons, je m'occupe d'Anthony Carrère, qui lui il a été champion du monde du rugby touch à Miami, et champion d'Europe de beach rugby. Okay. Et c'est fou parce que lui, c'est un athlète exceptionnel, c'est un truc de fou. C'est le mec qui fait 70 kg, 155 au bench, il squatte et c'est toujours quand même quelqu'un qui se retient un peu, tu vois, c'est toujours un peu... Faut faire attention avec lui, hein. Attention. Ouais. Non, mais il est exceptionnel. Tu as une vidéo qui est sortie, qui a été publiée par 7-Eleven sur USA 7 Rugby. Okay. Rugby 7 USA, je sais pas. Ouais. Ils ont publié en disant Best Step Ever, où tu as un mec contre 2 gars et qui fait 2 steps, il les met dans le vent, il tombe par terre les deux à la plage. Okay. Et elle a fait plus d'1 million de vues. Plage, ça c'est chaud. Ouais, elle a fait plus d'1 million de vues en 24 heures, c'est un truc de fou. Et ce gars-là, pareil, quand on a gagné la Coupe de France, quelques mois, en janvier, il se fait une rupture partielle du ligament croisé antérieur. On a mis en place ce qu'il fallait, et ben, il est devenu homme du match et on a gagné la Coupe de France en 2015. Ça, c'est beau. Ah, c'était pas mal. Faut avoir confiance. Hein. Ah, c'était cool. Ouais. C'était cool. Ah, mais il a des capacités athlétiques exceptionnelles. Après, il y a aussi John Boudebza, qui lui jouait en Super League.
à Hull. Et lui aussi, lui c'est pareil, c'est un gars c'est des gars qui sont exceptionnels dans le sens où tu perds pas ton temps, quoi. Tu leur dis fais ça, ils vont le faire. À la limite, ils vont trop en faire, tu es obligé de les freiner, quoi. Tu vois, là, ils sont vraiment. Et là, ils jouent à Palo, donc c'est un élite 1, un village qui est à côté de Perpignan. Et tes mecs du MMA, comment ça se passe? Tu les entraînes au même endroit? Alors là, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a plus de salle de MMA à Perpignan où j'interviens. Okay. Donc ce que j'ai fait, c'est que. Tu pratiques toujours d'ailleurs? Moins. Ouais, vachement moins parce que j'ai une fille, etc. Donc du coup, ça m'a. Je faisais du JJB parce qu'il n'y avait plus de club de MMA, donc j'ai fait du Brésilien Jiu-Jitsu avec Mathéo. Et le problème, c'est que il fallait faire des choix et c'était un loisir, tu vois. Ça ne me ramenait pas à manger, quoi. Donc il fallait que je fasse des choix et j'ai fait le choix de m'écarter un peu, sans trop m'écarter, parce que une étude qui est sortie l'an dernier par UFC Performance Institute à Las Vegas, c'est un centre d'entraînement qui prépare que les athlètes de l'UFC. Et j'ai contacté le vice-président. Et il m'a envoyé le rapport de l'étude qui a été faite, la seule étude qui a été faite sur le MMA, 17 années de data. D'accord. 30 000 études, ouais, c'est un truc de fou, c'est vraiment un bouquin de fou, il me l'a envoyé. Et je fais partie de la communauté de l'UFC Performance Institute, donc je suis en relation avec eux, donc ça se passe bien. C'est plutôt cool ça. Ouais, c'est cool. Ouais. Et là, j'ai mes amis d'Avignon qui, eux la Bushido Academy, qui est un gros centre, qui ont 22 combattants professionnels. Et qui, à partir j'attends qu'ils m'appellent là, donc incessamment sous peu, pour faire des interventions dans leur groupe. Donc c'était des amis que j'ai rencontrés, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît, donc là je vais prendre en main la posturo, les travails de IP, la muscu, etc. Donc ça va être bien. Et là je pourrais te faire des retours dans quelques mois. Ouais. C'était Galpin, Andy Galpin, je sais pas si tu connais. C'est un mec qui est spécialiste de la fibre musculaire, c'est un scientifique. Et qui est passé dans beaucoup de podcasts aux États-Unis et qui a créé un livre aussi avec l'ancien mec de Power Speed Endurance qui maintenant travaille avec Laird Hamilton, Brian McKenzie. Ah, mais je connais. Il a fait un bouquin tous les deux qui s'appelait Unplugged. Andy Galpin, c'est un pur scientifique. Oui, ok, d'accord. Et il est spécialiste de la fibre musculaire. Et ce qu'il disait, c'est qu'il a suivi des mecs du MMA, beaucoup, dans le labo. Et il s'apercevait qu'en fait, au niveau des cellules satellites, il y avait une capacité de renouvellement liée au choc qu'ils recevaient qui était plus importante que n'importe quel type de personne lambda. En gros, l'adaptation de la personne, c'est cellules satellites, si je dis pas de bêtises, en plus grand nombre, et surtout en capacité de régénération beaucoup plus rapide. Il disait ça, c'est fou parce que tu t'aperçois à quel point le corps s'adapte. C'est-à-dire que le mec, à la force de prendre du contact, des nions, des trucs comme ça, et ben boum, le corps, très vite, il se remet en place. Tu sais qu'en parlant de ça, bon, ça n'a un peu rien à voir, mais ça a à voir quand même, au niveau d'adaptation. Ils ont fait une radio du crâne de Chavez, un boxeur champion du monde. Ils se sont aperçus que sa boîte crânienne était 2 fois plus importante, 2 fois plus dense qu'un gars normal, quoi. Mettons, la force de prendre des coups, tu as vu, le corps s'adapte et c'est complètement fou, cette histoire. C'est incroyable d'y penser. Quand tu vois le MMA, si tu avais une piste d'entraînement, tu partirais sur quoi? Parce qu'on parle souvent du conditioning du MMA, parce que c'est vrai que les mecs, ils partent, en plus c'est le début du match, des fois comme des tabanards, et tu te dis 30 secondes plus tard. J'en parlais au repas avec Raph, c'est difficile parce qu'en fait, tu as des sports, comme parle Franz Bosch, qui sont ouverts et d'autres fermés. Sport fermé, ça peut être la force athlétique, l'haltéro, des sports ouverts comme le rugby ou le MMA, où dans ta prépa physique, il y a des choses que tu ne peux pas prendre en compte dans l'environnement. Que ce soit le tapis, que ce soit la cage, elle est plus grande que ce que tu sais. En tout cas, la cage, elle est bien fermée. Ouais, ça c'est sûr. Et tu peux pas t'échapper. Putain, je retire mon chapeau. Ouais, non, c'est clair. Et au final, il y a des aspects, plein de choses qui rentrent en jeu, que même si tu fais la meilleure prépa au monde, tu auras ce facteur dont tu ne peux pas avoir une prise, tu sais. Ouais. Et au-delà de ça, c'est aussi l'athlète qui est bon, pour moi, qui est exceptionnel, c'est Georges Saint-Pierre. C'est ça qui fait que tu es un champion, c'est dans ta capacité à t'adapter. C'est-à-dire que on a tous un game plan. C'est-à-dire que moi, je suis boxeur, j'aime pas aller au sol, mais mon but, c'est de rester debout. Okay, je combats avec toi, tu es un grappleur, super grappleur, tu vas m'amener au sol, et là, mon game plan, il a changé, c'est bon, je tape, abandonne. Mais quelqu'un qui est très fort, c'est le mec qui a mis en place son game plan pendant 8 semaines pour te dire, je vais rester debout, et qui, pendant le combat, tout se passe à l'envers, et au final, il gagne en sortant quelque chose que tu n'as pas travaillé. Tu vois. Et ça va au-delà de l'aspect
c'est important l'aspect conditionnement physique, force, etc. Mais c'est au-delà. Et là, c'est plus cognitif. Et là, si tu regardes les dernières préparations physiques, là, je pense à Neuroforce One, avec qui je suis en contact. Là, par contre, eux, ils sont vraiment très tournés sur le travail perceptivo-cognitif. Ok. Surtout le visuel. Parce que le vision training, les yeux sont vraiment importants en MMA, puisque 80% de l'information en moyenne, elle est visuelle. Ouais. Donc c'est ultra important. Donc l'altération, elle va forcément jouer sur... C'est pour ça qu'il faut que tout ce qui est travail cognitif, travail visuel, tout ce qu'on voit avec... putain, ils sont là, ils sont là. Tout le travail, ouais, bien sûr. Tout le travail qu'on fait là a du sens. Ouais. Mais vraiment du sens. Parce qu'en combat, il te faut une capacité à traiter l'information, à prendre l'information, à la traiter et à répondre rapidement. Voilà. On est souvent sur des repères très énergétiques placés, c'est-à-dire tant de trucs, tant de 70%, etc. Mais tu t'aperçois aussi que, comme ça c'est encore jus, mais c'est ok, tout va bien, tu as appris à nager dans la piscine, sauf que l'épreuve en crossfit elle est dans l'eau de mer, et là tu t'aperçois que ton cœur il monte en flèche, et c'est plus les mêmes, ta VML est plus à, les 70% ils correspondent plus à rien parce que ton système nerveux il est tellement alerté. Et un mec ça peut être pareil, tu avais ton game plat et boum, tu as l'œil gauche qui est touché, maintenant comment on fait pour la perception nerveuse et tout ton énergétique qui va être affecté par cette demande. C'est ça, c'est aussi dans ta capacité à gérer ton stress, comme on voit là. Ouais. Tu vois, je crois que là, c'est vraiment des choses qui vont arriver. Ouais. Parce que l'entraînement perceptivo-cognitif, ça fait très longtemps que ça existe, on le sait, mais qu'on le voit vraiment, que c'est récurrent. Là, tu vois, toutes les prépas des combattants MMA à l'UFC, c'est énormément de travail perceptivo-cognitif. Donc, il y a du sens à ça. Ouais. Maintenant, sur ce dont tu me parles, comment tu gères ça, etc., je pense que ça va être les prochaines choses qui vont arriver, parce qu'on est dans les débuts. Quoi. Ouais. Ça fait longtemps que ça existe, mais que vraiment on le met en pratique. Et le retour, on l'a pas encore en fait. Hein. C'est clair. Mais tout ce que tu dis, c'est ça, c'est la vérité. Parce que un match de rugby, moi je vois les gars du 13 là, laisse tomber, ils se foutent des cartons, mais je me dis, mais c'est pas possible en fait, de le ramasser comme ça. Ah non, franchement, c'est chaud. Et le MMA, c'est pareil. Tu vois, les mecs, c'est des combattants qui sont exceptionnels. Même que ce soit petit niveau, tu te dis, mais les mecs, c'est des fous quoi. Et au final, le perceptivo-cognitif, il y a du sens. C'est pour ça qu'il faut prendre en compte cet aspect-là, que 90% des coachs s'en foutent. Mais c'est ultra important. Parce que quand tu combats, il y a des gars, et j'en connais, qui détestent la musculation, faire du cardio. Tu regardes Gamebred, là, comme il s'appelle, Georges Masvidal, combattant de l'UFC, c'est un mec, c'est un cagnasse. Il ne fait pas de muscu, il fait rien. Par contre, c'est un combattant exceptionnel. Ouais. En grappling, tu as Marcelo Garcia qui disait qu'il n'a aucun intérêt de faire de la préparation physique. Le mec, il a gagné je ne sais pas combien de fois, et 5 fois le championnat du monde de jiu-jitsu brésilien, 3 fois les Abu Dhabi, c'est exceptionnel. On est d'accord que... Mais ça reste toujours... Ouais, déjà, rien ne remplacera l'environnement dans lequel il se On est d'accord, voilà. Moi, c'est ce que je dis. Notre rapport, il est là. C'est ça. On ne peut pas se prendre exactement. Sur notre rapport. C'est ce que tu dis. Il faut être humble. Voilà. C'est important, mais il faut savoir... C'est rare, mais ouais, si c'était important, les gars comme eux, que je viens de te citer, n'existeraient pas. Or, c'est pas le cas. Il y a des gars, tu vois, c'est comme le mec qui te dit le crossfit ça vaut rien, tu te blesses. Ouais, mais pourquoi lui se blesse pas? Ouais. Et c'est ça la vraie question. Pourquoi toi tu te blesses et lui se blesse pas? Si c'était vraiment si pourri que ça le crossfit, tout le monde se blesserait. Or, c'est pas le cas. Alors, il y a certaines machines qui deviennent des surmachines, c'est impressionnant. C'est ça. La dernière question, vu qu'on va reprendre le cours, là, tout le monde est presque posé. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour toi dans les années à venir? Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans ta carrière que tu voudrais achever? Alors, tu sais, ça va être bête, mais quand tu as posé cette question hier à Mathieu, est-ce que tu as ressenti... C'était pas exactement la même question. Ouais. Ah, je croyais que c'était... Je lui ai demandé quelle question on lui avait jamais posée. Il a dit, tu veux te dire la question que je déteste. Ah oui, c'est vrai, exactement. Mais je sais que ta carrière de prépa, elle est riche. Je sais aussi qu'on est tous pareils au début, on a une envie de reconnaissance, après on commence à s'en foutre un peu, parce qu'on s'aperçoit que c'est pas ça l'important dans le chemin, mais si tu devais compléter cette carrière... écoute, je vais faire une confidence. C'est la vraie question que j'ai posée à Jérôme Sylvain. Ouais. La vraie question que j'ai posée à Jérôme Sylvain, c'est quel est le prix à payer pour être ce que toi tu es? C'est ça la vraie question. Ouais. Et je lui dis, est-ce que... parce que moi, c'est mon gros problème. Tu fais la part des choses. Une fois que tu arrives dans ta salle, tu fais le taf. Quand tu rentres à la maison, tu coupes, tu es avec ta femme, tes enfants, la vraie vie. Quoi. Et en fait, il me dit, la chose simple, c'est que tu prévois ce que tu fais, tu le fais, parce que si tu le fais pas, c'est mort. Donc dans le sens où
la préparation physique, c'est ma passion, c'est ultra important pour moi, c'est ce que j'aime faire, etc. Mais il ne faut pas que ça empiète sur le reste. Et ça, c'est, je pense, quelque chose il faut que ce soit vraiment important parce qu'il faut prendre du temps, en plus pour ce que tu fais, c'est normal, mais pour les autres aussi. Ouais. Et moi, mon truc, voilà, c'est ça. Moi, c'est ce que je veux, c'est ça. C'est arriver à un niveau où je fais ce que j'ai à faire, et je rentre chez moi, j'ai plus les choses qui me disent ah, t'as oublié ça, et je suis plus à 100% avec les gens que j'aime, tu vois. C'est ça qui m'embête le plus et que je veux régler. Ouais. Mais après, après, ce que j'aimerais bien, c'est ça, c'est bosser avec Jérôme Simian ou peu importe qui, mais Échanger. voilà, moi, c'est ça que j'aime, c'est échanger. Collabo. Voilà. Voilà. Yes. Anto, Ben, merci écoute, beaucoup. Jean-Marie, merci beaucoup. Il était temps. Ah ouais, grave. On laisse Super. podcast. On va rentrer. Ciao.